durablement vôtre pour un monde viable, vivable et vivant. Aujourd'hui, nous évoquerons un sujet qui ne devrait plus avoir à être traité. Non pour l'évincer, comme on casse le thermomètre pour faire disparaître la fièvre, mais parce qu'il ne devrait plus y avoir de fièvre depuis longtemps. Nous sommes pourtant dans la bonne ville de Metz, au café associatif La Palette, avec le porte-parole du collectif mosellan de lutte contre la misère. Durablement vôtre, à réécouter sur durablementvôtre.fr. Éric Graff, bonjour. Bonjour. Éric Graff, nous sommes en 2020, nous sommes en Europe, nous sommes en France, en Moselle, à Metz en particulier. En 2020, il y a encore besoin d'un collectif de lutte contre la misère? Oui, je comprends votre étonnement parce qu'on est quand même dans un des pays les plus riches du monde. Donc on pourrait présumer que dans un pays qui détient tant de richesses, tout le monde devrait disposer au moins du strict minimum pour survivre, c'est-à-dire ce qu'il faut pour manger et puis ce qu'il faut pour dormir à l'abri, au chaud, dans des conditions à peu près normales. Si tel était le cas, alors effectivement, il n'y aurait pas besoin d'un collectif comme le nôtre. Je pourrais utiliser mon énergie à d'autres choses. Mais là, pour l'instant, ce n'est pas encore le moment de relâcher la garde. Il y a besoin de lutter contre la misère parce que vous trouvez périodiquement des gens de tous âges et de tous sexes confondus à Metz, dans une ville qui n'est pas non plus la plus pauvre de France. C'est plutôt une image de ville, plus qu'une image, une réalité de ville bourgeoise, commerciale, commerçante. Voilà. Enfin, qui même joue sur une communication, ville plutôt cool, décontracte, etc. etc. Et plutôt écolo. Et plutôt écolo, et qui en réalité se révèle, quand on voit les choses de près, comme le lieu d'une politique extrêmement rigide et extrêmement dure vis-à-vis des personnes nécessiteuses. On donnera quelques exemples tout à l'heure. Est-ce que vous disposez, vous, Éric Graff, au collectif mosellan de lutte contre la misère, des formes, je ne sais pas si on peut parler d'état des lieux, mais pour qu'on puisse se faire une idée de la situation, peut-être de la gravité de la situation? Ouais. Alors, la gravité de la situation, elle est très fluctuante. Il y a eu des périodes où on avait pu déplorer des centaines de personnes à la rue. Pour donner un exemple... Sur une population messine de... Sur une population messine, je ne sais pas combien il y a d'habitants à Metz, il y a 120 000 habitants, 200 000 si on prend sur le pourtour. Et donc, pour prendre un exemple, en novembre 2017, vous aviez 1000 personnes qui dormaient dans des abris de fortune, dans un endroit complètement reclus, avenue de Blida, et c'était l'horreur totale, quoi. Il y avait un tiers d'enfants là-dedans, qui dormaient sous des espèces de cabanes, de tentes. Voilà, ça c'est un exemple. Depuis ce bidonville, et je pense que l'action de notre collectif et d'autres organisations qui ont agi dans le même sens que nous a permis la disparition de ce genre d'horreur. Il n'empêche que après le démantèlement de ce bidonville, on a trouvé beaucoup de gens à la rue. Alors ça peut fluctuer, des fois c'est quelques dizaines, des fois c'est quelques centaines, et en fonction des nécessités, nous allons intervenir de manière plus ou moins énergique. Nous sommes au café associatif La Palette, qui explique des appels téléphoniques. Voilà, Ben ça oui. fait partie Et je rends hommage à l'association Couleur Gay qui met à notre disposition son local, qui est très active avec nous parce que c'est une organisation qui travaille à lutter contre toutes les discriminations. Alors, on viendra tout à l'heure, Éric Graff, si vous voulez bien, sur le collectif en lui-même, mais jamais qu'on poursuive un petit peu avec vous cet état des lieux de la misère en Moselle et à Metz. C'est vrai que dit comme ça, c'est assez violent quand même. C'est pas l'image a priori que l'on a de Metz. Vous évoquiez à l'instant ce bidonville à Blida. Ça, c'est peut-être la partie la plus visible. Est-ce qu'il y a aussi une forme de misère cachée?
Forcément, hein, puisque la misère, c'est quand même une tendance, hein, de la misère. Quand vous êtes dans la misère, vous vous cachez, les êtres humains qui sont dans la misère ont tendance à ne pas s'exhiber, hein, et à se cacher, ce qui fait que je pense très modestement que nous n'avons pas accès à toute la misère qui existe à Metz et en Moselle. Nous n'en connaissons qu'une partie. Alors comment est-ce que nous la connaissons? Par les moyens ordinaires. Vous voyez bien des fois, si vous vous promenez dans les rues de Metz, vous voyez même de jour qu'il y a des amoncellements de draps, de couvertures. Donc il y a actuellement à Metz, même si je ne les connais pas, on sait qu'il y a des gens qui dorment dehors actuellement à Metz. Alors, l'autre moyen, c'est que des fois, nous sommes interpellés par des organisations qui apportent une aide concrète à des gens qui vivent à la rue. Donc, c'est des organisations, je ne sais pas, je prends Extinction Rébellion, Action Froid, des organisations comme ça, qui amènent une aide directe, qui apportent des couvertures, qui apportent de la nourriture, etc., puis qui nous appellent de manière à ce que nous apportions un soutien politique et juridique aux personnes auxquelles elles viennent en aide. Donc ça, c'est par ce moyen. Alors moi, je suis dans l'incapacité de vous fournir une statistique précise, d'autant plus qu'encore une fois, on est sur un enjeu de rapport de force. Parce que vous comprenez que quand nous, on est très actifs et qu'on interpelle vivement les pouvoirs publics et qu'on les met vraiment en face de leur responsabilité, il y a une nette diminution des personnes à la rue. Dès qu'on se relâche petit à petit, on le sait, au bout d'un moment, on est rappelé à l'ordre. On va voir de plus en plus de gens à la rue. Il va falloir les défendre avec les moyens qui sont les nôtres. Une misère qu'il faut bien sûr mesurer. La meilleure façon de faire disparaître la misère, c'est de faire disparaître le thermomètre et l'observatoire qui permet précisément de mesurer cette misère. Mais... Non, moi j'ai un moyen plus simple. La misère, c'est pas un malheur comme ça qui tombe du ciel. La seule façon la plus simple, celle du bon sens pour lutter contre la misère. Quelqu'un qui n'a rien où dormir, vous lui donnez un lieu pour dormir. Quelqu'un qui n'a rien à manger, vous lui donnez quelque chose à manger. Quelqu'un qui n'a rien pour s'habiller, vous lui donnez des fringues. C'est aussi simple que ça, et qu'on ne me dise pas qu'en France, on n'a pas ce qu'il faut. Il y a de quoi manger, il y a de quoi se mettre à l'abri, il y a de quoi s'habiller, il y a tout ce qu'il faut. Donc c'est vraiment une question politique, et c'est très simple. Vous répondez quelque part d'une manière anticipée à la question que j'allais vous poser, Éric Graff. On parle de misère avec vous. Est-ce qu'il y a une définition de la misère ? Oui. C'est un peu celle que vous venez de donner voilà, là. C'est ça. Là, pour moi, la misère, la définition, c'est quand il manque, quand il nous manque quelque chose de fondamental pour vivre, hein, quelque chose d'absolument vital. C'est la différence entre la misère et la pauvreté. Nous, on lutte. Bon, je suis d'accord aussi pour lutter contre la pauvreté. Hein. Je ne dis pas qu'il faille s'en accommoder, mais je fais la différence. La pauvreté, c'est plus compliqué. C'est un travail politique qui est plus complexe. La misère, c'est très simple. Hein. Quelqu'un qui n'a pas ce qu'il faut pour vivre, il faut le lui donner. Point barre. La réplique, là, forcément, qui vient, c'est « mais que fait la police ?» Alors évidemment, oui. C'est une façon... un peu humoristique dans un sujet qui ne l'est pas, mais d'une façon plus générale. Alors, la police, on sait assez bien ce qu'elle fait dans ce domaine-là, mais ma question était, que font les pouvoirs publics ? Voilà. Mais vous prenez la police, c'est un exemple. Il y a eu une époque, c'était en 2016-2017, vous aviez des gens qui se retrouvaient à la rue, qui dormaient sous tente. La police les réveillait à coups de jet d'eau et les fichait dehors. Hein. Il n'y a pas qu'à Calais que ça se faisait. On a vu ça à Metz. Hein, des gens qui étaient sortis de leur tente à coups de pied dans le derrière et condamnés à l'errance. On a vu, c'était en 2015, un bidonville qui avait été démantelé à la demande du maire de Metz. Et on a vu des familles, donc des hommes, des femmes et des enfants, harcelés par les policiers nationaux et municipaux pour les empêcher de se poser où que ce soit dans la ville de Metz. Donc voilà ce que fait la police. Alors, par ailleurs, moi j'ai souvent affaire à la police puisqu'on a toutes sortes d'actions. J'ai remarqué que la police, elle est capable de tout. Hein. Elle est capable de tout, du meilleur et du pire. Hein. J'ai vu des policiers se comporter de manière absolument admirable. Donc moi je prétends que les policiers en France sont très bien formés. Ils sont très bien formés, ils sont très compétents, ils savent parfaitement ce qu'ils font. Quand ils sont sous
contrôle démocratique, c'est-à-dire qu'il y a suffisamment de monde autour, ils font du très bon boulot. Mais des fois, quand ils croient qu'ils sont sous impunité et quand ils s'imaginent que les pouvoirs publics, que les responsables politiques sont quand même dans une orientation un peu particulière, notamment hostile aux étrangers et aux misérables, ils font des choses qui sont tout à fait différentes. Donc voilà ce que fait la police. Donc je veux dire par là, il est absolument important que tout le monde, tous les citoyens, à titre individuel et à titre collectif, soient très attentifs à ce que fait la police, qu'ils observent la police et qu'ils posent des questions à la police. Parce qu'on est quand même dans un pays démocratique, on peut poser des questions et puis on peut dénoncer ce qui se passe. Et je crois que c'est ça qui assainit la vie publique. Durablement vôtre, Éric Mutschler. J'avais de si jolis défauts, j'étais rêveuse, j'étais coquette. Un peu naïve, mais pas trop, pour ne jamais perdre la tête. Et je me faisais fête d'un chant d'oiseau, d'un jour nouveau. Je n'ai plus qu'une robe grise qui sert aussi de couverture. Quand le vent glacé de l'hiver tourne la nuit dans ma masure, et plus beaucoup d'honneur, de dignité au fond du cœur. La misère n'est mère de personne. La misère est pourtant sœur des hommes. Mais personne sur terre n'en veut pour fille, comme un bâtard de né dans un cachot de la Bastille. La misère enfante la détresse, bien des vices et toutes les faiblesses. La misère lâche la bête en l'homme, et la mésange alors en chienne errante se transforme. Il faut qu'on se sente survivre dans un enfant qu'on a fait vivre. Et quand sa source d'innocence, on noie notre désespérance pour ne pas mettre fin à cette vie sans lendemain. La misère n'est mère de personne. La misère est pourtant sœur des hommes. Mais personne sur terre n'en veut pour fille, comme un bâtard de né dans un cachot de la Bastille. Nous sommes toujours avec Éric Graff, porte-parole du collectif mosellan de lutte contre la misère, ici au café associatif La Palette de Metz. Éric Graff, le tableau que vous nous dressez est assez poignant en 2020. Quel est le champ d'action possible du collectif de lutte contre la misère? Comment vous agissez concrètement? Alors, premièrement, il faut bien distinguer l'action de notre collectif de l'action que peuvent mener d'autres organisations, notamment toutes les organisations caritatives. Donc, quand on est face à une misère, il est évident que la première chose à faire, c'est de suppléer par des moyens concrets. C'est ce que font des organisations caritatives. Elles le font très bien. Mais un certain nombre de ces organisations caritatives ont compris qu'il y a une anomalie
dans l'existence même de la misère et se tournent alors vers nous de manière à ce que nous intervenions avec nos moyens. Alors, nos moyens, on a des moyens tout à fait ordinaires qui sont l'interpellation des pouvoirs publics ou des responsables, des gens dont c'est le travail de suppléer à la misère en apportant le nécessaire. Par exemple, le 115 qui doit assurer la mise à l'abri de toute personne qui se retrouve en galère. Donc on a ce premier moyen ordinaire, c'est de simples coups de fil, des mails, des textos, des courriers, et un certain nombre de situations peuvent s'arranger comme ça d'une manière tout à fait aimable et ordinaire. Lorsque ça ne fonctionne pas, nous écrivons de manière plus énergique. Est-ce que ça veut dire parfois, Éric Crave, que ça ne fonctionne pas? Voilà, des fois ça ne fonctionne pas. Pour quelle raison? Mais parce que tout simplement, moi je dirais qu'il y a une volonté variable des pouvoirs publics de travailler contre la misère. Et des fois on se heurte à la mauvaise volonté. C'est aussi simple que ça. C'est pourtant ce que l'on est en droit d'attendre, à la fois en tant que citoyen et aussi en tant que contribuable des pouvoirs publics, non? À minima. Oui, tout à fait. Là, vous prêchez à quelqu'un de convaincu. Et si c'était vrai, d'ailleurs, à la limite, notre collectif n'aurait pas beaucoup de travail. Mais dans certains cas, on se heurte à de vraies résistances, aussi bien des pouvoirs de l'État, du département ou de la ville. Et dans ce cas-là, nous interpellons de manière plus forte, et notamment une interpellation publique. Donc, au lieu d'envoyer un simple courrier, ce sera une lettre publique qui sera envoyée également à la presse et diffusée dans les réseaux sociaux. Dans d'autres cas, nous allons intervenir dans la rue, distribuer des tracts, coller des affiches, organiser des rassemblements devant la préfecture, devant la mairie, pour montrer qu'il y a des citoyens, même nous ne sommes pas des centaines et des centaines, mais c'est quand même une des bonnes surprises. Il arrive qu'on soit quand même un nombre assez conséquent de personnes capables de nous rassembler avec des pancartes, des gueulophones et tout, pour dire, voilà, on ne laisse pas les gens à la rue, trouver une solution, et plus vite que ça. Ça, c'est un des moyens. Il y a encore un autre moyen qui consiste des fois à agir de façon plus énergique, et notamment, comme on l'a fait 13 ou 14 fois, en nous installant dans un gymnase avec des gens qui sont à la rue, ce qui permet donc à ces personnes, d'une part, d'être au moins sous un toit, d'avoir de quoi se doucher et se coucher dans un endroit à peu près supportable, bien que ce ne soit pas une bonne réponse. Hein. Moi, ça m'est arrivé de dormir dans un gymnase, c'est quand même pas génial. Mais c'est surtout comme un moyen de pression, parce que le message, c'est « nous dégagerons le gymnase sitôt que vous aurez trouvé un hébergement à toutes les personnes que nous avons accueillies ici ». Collectif mosellan de lutte contre la misère, c'est dans le titre. Éric Grave, c'est un collectif. Qui sont les structures qui composent ce collectif? Alors il y a différentes organisations qui nous rejoignent ou qui nous quittent, parce que forcément, ce qu'il faut bien voir, c'est que ça crée de la tension politique. Hein. Lorsque, par exemple, nous interpellons le maire, il y a des organisations qui n'aiment pas ça, parce qu'elles sont proches du maire, parce qu'elles n'ont pas envie qu'on critique le maire. Or, nous, on est totalement libre. Si le maire fait quelque chose de bien, on n'aura pas peur de dire « bravo, monsieur le maire ». D'ailleurs, c'est bientôt les municipales, on va interpeller les candidats, on va leur demander ce qu'ils comptent faire par rapport à un certain nombre de problèmes qu'on va leur soumettre. Donc, nous, on est toujours contents quand on peut dire « bravo, monsieur le maire ». Mais des fois, on ne dit pas « bravo, monsieur le maire ». Il y a des organisations, je ne vais pas les citer ici pour ne pas chercher les crosses avec les gens, mais ils n'aiment pas quand on ne dit pas « bravo, monsieur le maire ». Donc, il y a des organisations qui sont censées défendre les étrangers, qui sont censées défendre les droits de l'homme, etc., qui des fois préfèrent défendre les droits du maire et dans ce cas-là se mettent en rupture avec le collectif. D'autres organisations nous restent fidèles. Allons, monsieur Graff, le maire aussi est un homme. Donc, est-ce qu'il y a derrière tout ça aussi, je ne sais pas, des histoires de subventions que l'on tient à maintenir parce qu'on a des salariés, enfin c'est complexe finalement. Si vous voulez, je vous donnerai les noms tout à l'heure et puis vous leur poserez la question, qu'est-ce qui les inhibe dans l'interpellation des pouvoirs municipaux? Mais je veux bien les noms tout de suite. Hein,
vous leur poserez la question de ce qui les retient, qu'est-ce qui les pousse à qualifier de haineux les positions de haineuses, les positions que prend le collectif quand nous signalons que le maire se conduit d'une manière qui nous paraît intolérable vis-à-vis des personnes en galère. Je prends un exemple. Si vous allez rue de Blida, au début de l'entrée de la rue de Blida, il y a une pelouse. Vous verrez sur cette pelouse une centaine d'énormes pierres de Jaumont qui sont posées sur cette pelouse. Pourquoi il y a ces pierres de Jaumont, à votre avis ? À un moment donné, il y avait des demandeurs d'asile qui un peu comme les bancs qui sont aujourd'hui designés de telle sorte qu'on ne puisse pas dormir dessus. Voilà, mais là, c'est parce qu'il y avait des demandeurs d'asile qui dormaient dans l'herbe, d'accord ? Il ne faisait pas chaud, hein, sous les intempéries. Ces gens n'avaient que ce carré d'herbe pour dormir. Et pour les importuner, le maire a fait poser à grands frais, parce qu'il fallait quand même faire venir des camions, il fallait les chercher, ces grosses pierres de Jaumont, a posé des pierres de Jaumont pour que les gens puissent plus dormir dans l'herbe. Voilà. Alors quand nous dénonçons ça, il y a des organisations qui, sans aller jusqu'à dire c'est très bien ce qu'a fait le maire, n'aiment pas que l'on porte cette critique. Quel est le profil aujourd'hui, Eric Graff, des gens dans la misère ? Vous parliez tout à l'heure de pauvreté, on a bien compris la différence. Je parle là de misère. Qui sont-ils ? Les profils sont très divers. Hein. On a d'abord tous les SDF, hein, ça a toujours existé, des gens qui, pour toutes sortes de raisons, mais qui sont toujours à la croisée, hein, des raisons individuelles, psychiatriques, sociales, etc., se retrouvent dans la misère. Hein. Donc il faut... C'est pas seulement individuel, parce qu'il faut toujours quand même remettre en contexte, chômage, etc. Mais il y a des gens donc, qui quittent la pauvreté pour se retrouver dans la misère. Vous avez des populations qui peuvent être, par exemple, les Roms. Les Roms en Europe vivent généralement dans la misère. Alors, grâce à nous, on connaît pas mal de Roms qui aujourd'hui sont plutôt dans la pauvreté. C'est-à-dire ils ont un appartement, ils trouvent du boulot. Ils ne font pas fortune, hein, mais ils ont quitté la misère pour une situation de pauvreté. Mais il y a beaucoup de Roms, c'est quand même une population qui est particulièrement frappée par la misère. C'est des gens qui vont beaucoup vivre dans des bidonvilles, dans des cabanes, etc. Je tiens à dire, ce n'est pas parce qu'ils aiment ça, ce n'est pas une question de culture, ce n'est pas non plus des nomades, ça n'a rien à voir avec la problématique des gens du voyage. Ils sont dans la misère parce que c'est des populations qui sont particulièrement victimes de discrimination. Parce que c'est quand même souvent un argument qu'on entend, Eric Graff, c'est que quand on est soi-même bien nourri et au chaud, on a souvent tendance à qualifier ceux qui ne le sont pas, c'est qu'ils le veulent bien. Oui, c'est ce qu'on entend souvent, mais après, c'est humain de raisonner de manière un peu superficielle, hein, d'accord ? Mais une fois qu'on approfondit les choses, on ne peut plus raisonner comme ça. Hein. Donc je citais les Roms. Mes dernières populations qui se retrouvent périodiquement donc, dans des situations intolérables, c'est la population des demandeurs d'asile. Donc les demandeurs d'asile, que ce soit des demandeurs d'asile qui sont encore pleinement dans leurs droits de demandeurs d'asile et pour qui la Convention de Genève prévoit qu'ils doivent recevoir un hébergement, la nourriture et une allocation, ou des demandeurs d'asile qui sont en fin de droit, mais pour lesquels il n'y a pas de justification à ce qu'on les laisse à la rue. Voilà, donc ça c'est aussi une population avec laquelle on a beaucoup travaillé. Eric Graff, le collectif mosellan de lutte contre la misère agit, c'est d'identité contre la misère. Vous n'avez pas le sentiment d'une part, ma question est idiote, pallier aux carences des pouvoirs publics et finalement de vous appliquer à vous-même une double peine dans la mesure où vous êtes, j'imagine, tous les membres de ce collectif des contribuables. Donc on paye tous des impôts et on agit à la place des pouvoirs publics qui, eux, a priori, ne font rien. Alors justement, nous, on ne met pas de moyens matériels. On fait justement ça. On n'a pas de trésorerie, on n'a pas de moyens de donner des couvertures ou de la nourriture, même s'il nous arrive de le faire. Nous, on travaille précisément là-dessus pour interpeller les pouvoirs publics, pour ce qu'ils fassent, ce qu'ils doivent faire contre la misère, contre le fait qu'il y ait des gens sans abri, sans nourriture, sans le minimum vital. Durablement vôtre, Eric Mutschler. All
mène et creuse. Et toi aujourd'hui, tu creuses. Ah ouais, ouais c'est moi j'ai le flingue, toi tu creuses, c'est comme ça. Oh te plains pas, tout va bien, t'as une pelle, ça va. Oh creuse. Ouais bah c'est ça chez ma pousse. Oh c'est pas possible de creuser avec là j'ai là-bas. Si c'est possible, vas-y creuse, dépêche-toi. À ce qui paraît, la France va bien alors. Pourquoi je tire la tronche? D'ailleurs, tout le monde doit être heureux, vu qu'il n'y a plus personne qui bronche vrai. Mieux que je me taise ou alors que je fasse semblant de croire enfin à leur foutaise et que je dise merci au président. Merci, monsieur le président, pour tout ce que vous m'avez fait. Merci pour la cité dortoir, le chaume du et les PV. La dernière fois qu'un beau ministre est passé dans le quartier, je lui ai dit que c'était la merde, il m'a dit souriez, vous êtes filmé. faudrait faire comme si tout allait bien. Tout va bien. Ne rien dire, ne rien voir et surtout passer son chemin. Faudrait faire comme si tout allait bien. Tout va bien. Passe le message à ton voisin. Faudrait faire comme si tout allait bien. Tout va bien. Passe le message à ton voisin. S'il y a des clochards en France, c'est bien qu'ils l'ont choisi. S'ils préfèrent être SDF, c'est une question de mode de vie. Si les restos du cœur font le plein, c'est qu'il y a plein de profiteurs. S'il y a autant de chômeurs ici, c'est que les Français sont des glandeurs. Tout va très bien, madame la RMiste. Si vous êtes à ce point dans la merde, c'est que vous n'êtes qu'une fumiste. Tout va très bien, je vous le dis, le chômage est à la baisse. D'ailleurs, si on vous demande comment ça va, répondez Ça a la baisse. Faudrait faire comme si tout allait bien. Tout va bien. Ne rien dire, ne rien voir et surtout passer son chemin. Faudrait faire comme si tout allait bien. Tout va bien. Passe le message à ton voisin. Faudrait faire comme si tout allait bien. Tout va bien. Passe le message à ton voisin. À ce qui paraît, la France, c'est le pays des lumières. Moi la lumière, ils me l'ont coupée depuis que j'avais plus de quoi payer. J'ai dit à mon proprio, en République on est tous des frères. Il m'a dit, c'est cela même. et il m'a envoyé les huissiers. Je me gèle les bourses dehors, mais la bourse, elle va très bien. L'euro est au plus fort, les actionnaires se portent bien. J'ai tout perdu, ma femme, mes gosses et mon job. La vie de bohème enfin, je vais pouvoir faire le tour du globe. Faudrait faire comme si tout allait bien. Tout va bien. Ne rien dire, ne rien voir et surtout passer son chemin. Faudrait faire comme si tout allait bien. Tout va bien. Passe le message à ton voisin. Faudrait faire comme si tout allait bien. Tout va bien. Passe le message à ton voisin. Oh, the round the world. There is two men. One man il a un flingue et l'autre il... Et qu'est-ce que tu fais toi? Et normalement il... Oh, tu creuses là. Tu creuses pas, tu fais... Qu'est-ce que tu fais? Tu fais grève. Ah ben non, ça va pas si moi j'ai le flingue. Toi tu creuses normalement. Hein. Hey, qui c'est qui a le scénario là? Celui-là il m'énerve, hein. Faut le changer, hein. Ça va pas du tout, hein. Dégage. Saloperie, va. Donne la peine, c'est moi je vais creuser. Je te la casse, salope. Prends-moi le casse, salope. À tout le monde. Tout va très bien, mis à part peut-être 3 millions d'étrangers venus d'Afrique, immigrés clandestins, sans papier. Éric Graff, avant que je vous demande d'illustrer la démarche du collectif mosellan de lutte contre la misère par des exemples, je voudrais revenir sur un propos que vous avez tenu tout à l'heure. Vous avez évoqué des associations caritatives. La charité, c'est une manière d'agir, peut-être en se donnant bonne conscience, mais en ne touchant surtout pas au système. Voilà. Donc c'est là qu'il peut y avoir, c'est pour ça qu'il y a des associations caritatives avec lesquelles nous sommes en pleine complémentarité. C'est-à-dire c'est des associations qui nous appellent, qui travaillent avec nous. Beaucoup de gens sont d'ailleurs dans les deux, hein, à la fois dans le travail associatif, caritatif, et avec nous dans un travail plus militant, plus politique, plus interventionniste. Mais vous avez aussi des gens pour qui la misère, c'est normal que ça existe. Un mal nécessaire. Voilà, ça fait partie, on s'y résigne et puis on intervient par des palliatifs. Et ces gens-là nous détestent parce que nous, on dit le contraire. On dit non, la misère, on peut y pallier comme ça, mais il faut d'abord interpeller les responsables de la misère, c'est-à-dire ceux qui mènent des politiques qui sont cause de misère, qui sont pauvres, qui sont cause d'appauvrissement. C'est d'abord ça qu'il faut faire. Et donc là, effectivement, il peut y avoir des divergences entre nous et des associations qui travaillent contre la misère.
Très concrètement, cette fois-ci, Eric Graff, porte-parole du collectif mosellan de lutte contre la misère, que l'on comprenne bien la démarche, sur le terrain, des exemples. Alors, un exemple, c'est qu'il nous est arrivé, par exemple, de constater qu'au fil des jours, il y a de plus en plus de gens qui dormaient dehors. Et donc, au début, on les aide d'abord. On écrit au maire, on écrit au préfet, on dit voilà, il y a ces gens qui sont dehors. On fait signer à ces gens des courriers pour qu'eux aussi s'approprient leur démarche. Et quand ça ne donne rien, et qu'on voit quand ça ne donne rien qu'effectivement le nombre de personnes à la rue ne fait qu'augmenter, à ce moment-là, on s'organise et à plusieurs, on emmène tous ces gens-là dans un gymnase. Alors c'est très facile d'entrer dans un gymnase puisque les gymnases sont des lieux publics. Il n'y a pas de droit d'entrée ni rien. Tout le monde a le droit d'entrer dans un gymnase. Donc y compris les gens qui vivent à la rue ont parfaitement le droit de faire leur entrée dans un gymnase quand il est ouvert, quand il y a des entraînements, quand il y a des matchs, etc. Donc on s'installe. Et aussitôt, de toute façon, on n'a pas besoin d'écrire, ils nous connaissent. Je veux dire, dans l'heure qui suit, il y a la police municipale qui arrive, qui vient prendre connaissance des choses, à qui on explique notre position, et puis la police nationale et la police aux frontières, puisque généralement, il s'agit de demandeurs d'asile. Alors, quand la police est là, la première chose qu'ils font, ils font des contrôles d'identité pour constater qui est là. Mais pour des raisons qui seraient peut-être un peu longues à expliquer ici du point de vue juridique, il est absolument impossible de nous foutre dehors comme ça. C'est-à-dire la police municipale n'a pas le droit de nous sortir parce que c'est la police de la ville. Les gymnases appartiennent à la ville. Il y a une règle fondamentale en justice. Nul n'est en droit de se faire justice lui-même, donc on ne peut pas être sorti comme ça. La police nationale ne peut intervenir que s'il y a eu une ordonnance. Or, cette ordonnance ne peut être obtenue que par voie de justice. Donc, il faut qu'il y ait une décision de justice, etc. Donc, on a un délai pendant lequel on sait qu'on va pouvoir rester dans le gymnase. Alors, le but, ce n'est pas de nous installer. Dans la plupart des installations de gymnase qu'on a faites, les choses se sont réglées très très vite. Dans la journée, comme par hasard, on trouvait des hébergements pour tout le monde. Des fois le soir même. On a eu des opérations comme ça de gymnase qui ont été extrêmement brèves. Des fois, on s'incruste 2 jours, 3 jours, ce qui met les nerfs de tout le monde à l'épreuve. Et puis des fois, on a eu quelques opérations qui ont duré 5, 6 jours et d'autres qui ont duré des semaines et des semaines. Alors là, c'est vraiment la galère et ça s'est terminé par des évacuations policières, puisqu'à ce moment-là, le maire de Metz, qui a le souci des équipements municipaux, ce qui est la moindre des choses, menait des actions en justice contre ce qu'il appelait des personnes sans droit ni titre. Mais je voudrais quand même rappeler que le maire a effectivement une mission dans la préservation des équipements municipaux, ce qui est tout à fait normal, ça c'est très bien, mais il a aussi une responsabilité dans la misère. Il y a une loi qui existait d'abord dans le droit local et qui a été dans le droit local d'Alsace-Moselle, on ne va peut-être pas rentrer dans les détails. En tout cas, c'est une loi qui est rentrée dans le Code de l'action sociale et des familles en 2001 et qui dit que toute personne de plus de 14 ans qui se trouve à la rue doit recevoir du maire de la commune où il se trouve un abri, des vêtements, l'entretien indispensable, les soins et, dit même cet article de loi, au besoin les funérailles. Voilà. Le maire de Metz a toujours été très fort pour résister contre la mise en application de cet article. À plusieurs reprises, nous avons mené des actions en justice contre lui ou fait mener des actions en justice contre lui au nom des personnes concernées. Et il a toujours mis beaucoup d'énergie pour ne pas mettre en application ce texte de loi. D'où, d'ailleurs, on va en parler tout à l'heure en réunion, la question qu'on va poser aux autres candidats qui vont se présenter au municipal, leur demander comment ils se situent par rapport à ce droit.
On entend souvent les pouvoirs publics, Éric Graff, opposer deux arguments aux démarches que vous menez. C'est d'une part le fait que lutter contre la misère crée un appel d'air, et d'autre part un manque de capacité d'hébergement, pour rester sur cette question d'hébergement. Vous qui êtes sur le terrain, quelle est votre réponse à ces deux arguments, Éric Graff ? Alors, donc il y a deux questions. Il y a la question de l'appel d'air. Alors, c'est un raisonnement, on comprend très bien la logique. Si vous êtes dans un pays où il y a un bon système de soins, de bons remboursements, de bonnes interventions contre la misère, etc., la crainte, c'est... Alors, toute la misère du monde, c'est une représentation comme ça. Vous avez la France avec ce qu'elle a, et puis tout autour, il y a la misère du monde qui risque de rappliquer chez nous. Alors c'est très dangereux de raisonner comme ça, parce que dans ce cas-là, on va dire il faut surtout plus qu'on ait de sécu, il ne faut plus qu'on ait d'écoles gratuites, il ne faut plus qu'on ait d'hôpitaux performants, parce que sinon tout le monde va venir. Et finalement, qui c'est qui va en souffrir ? C'est nous. Donc c'est un raisonnement qui est très dangereux. En même temps, le modèle américain, c'est un peu ça. Voilà. Et pourtant, il y a quand même des gens qui viennent en Amérique. Ça ne les empêche pas de venir. Il n'a pas un problème avec l'immigration, Trump ? Donc, où est l'appel d'air ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous voyez que ça ne tient pas. Voilà. Deuxièmement, les gens ne viennent pas parce que super la France, il y a ceci, il y a cela. Ils viennent parce qu'ils fuient une misère ailleurs. Et ils ne font pas la fine bouche sur ce qu'ils vont trouver en France. Maintenant, le deuxième argument qui est de dire nous n'avons pas les moyens, nos capacités sont saturées. Vous avez 4800 logements vides à Metz. 4800 logements vides à Metz, dont je ne sais plus combien de centaines qui appartiennent au parc public ou qui appartiennent aux bailleurs sociaux. Alors qu'est-ce qu'on fabrique ? Donc vous avez d'un côté Alors en plus, vous avez 10% des logements de Metz qui sont vides. C'est supérieur à la moyenne nationale qui est de 8%. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour utiliser ces logements ? Alors je sais ce qu'on va me dire. On va dire, oui, mais ils ne sont pas tous utilisables, mais qu'on les mette en état. Et de toute façon, un logement vide que personne n'utilise, c'est du gaspillage. C'est un logement qui ne va pas être chauffé, qui ne va pas être entretenu. Ça va devenir des taudis. Vous installez des gens dedans. Au lieu de créer des structures qui ne fonctionnent pas bien, vous payez un loyer au propriétaire qui va être dédommagé et vous laissez les gens vivre normalement. Et tout le monde est gagnant. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Everybody sing. Now when the saints go marching in. Now when the saints go marching in. Yes, I want to be in that number. When the saints go marching in. Sing it again. Now when the saints marching in. Now when the saints go marching in. Yes, I want to be in that number. When the saints go marching in. Oh, y'all sing pretty out there. Joe Daringburg.
Éric Graff, porte-parole du collectif mosellan de lutte contre la misère, c'est pas un métier. Quel est votre parcours? Les motivations, on peut les imaginer, mais votre parcours, qui êtes-vous? Alors, actuellement, je suis retraité. Ça, c'est le plus beau métier du monde. C'est un très beau métier que j'aime bien. J'ai commencé à y prendre goût. C'est ma deuxième année à pratiquer la chose avec assiduité. Et j'espère un peu de talent aussi. Donc auparavant, j'étais dans l'éducation nationale, j'étais psychologue, donc j'intervenais à Metz, Voipy, diverses communes autour. Je suis entré dans Alors, le collectif mosellan de lutte contre la misère existe depuis 2003, me semble-t-il. Moi, j'y suis entré en 2013. C'est un peu par hasard, donc j'avais entendu parler de l'action que menait un collectif dont faisait partie le collectif mosellan de lutte contre la misère pour la défense des familles roumaines qui vivaient dans un bidonville rue Jean-Victor Colchen à Metz. Donc je m'étais intéressé à ce qui se faisait parce que je m'étais dit, des gens qui s'organisent politiquement pour défendre les Roms, je me suis dit, c'est quand même bien parce que on peut pas dire que ce soit ce qu'on peut faire de plus démagogique. Quand on voit comment les Roms sont perçus, je me suis dit, des gens qui s'organisent et qui mènent une action, c'est intéressant. Donc je me suis intéressé à ce qui se faisait. Et puis petit à petit, j'ai noué des contacts, j'ai travaillé avec eux. Et puis à un moment donné, j'ai pris la fonction de porte-parole parce que ça me convenait bien. Voilà. Éric Graff, vous croyez en Dieu? Si je crois en Dieu, non, mais alors pas du tout. Pourtant, vous avez un discours et une démarche, on ne peut plus chrétienne, et vous avez évoqué tout au long de cette émission le maire de Metz, qui lui revendique haut et fort sa croyance. Comment vous faites? Mais moi, j'ai l'impression que entre ce que les gens font et ce que les gens croient dans ce domaine, il n'y a vraiment aucune corrélation. Je vois ça autour de moi. Moi, je suis entouré de gens, vous en avez qui sont d'un athéisme costaud, solide, presque des saints ou des mystiques de l'athéisme, et qui sont très actifs contre la misère, et d'autres, des athées que je connais par ailleurs, qui en ont strictement rien à foutre. Et dans notre entourage, il y a des gens qui sont chrétiens, il y en a dont je ne saurais d'ailleurs jamais, est-ce qu'ils sont chrétiens, est-ce qu'ils sont athées, ou est-ce qu'ils sont autre chose, mais vraiment, c'est deux choses qui ont strictement aucun lien. Le maire de Metz, il revendique son catholicisme, un grand bien lui fasse. Moi, franchement, je m'en fiche totalement de la religion qu'il peut avoir. C'est vraiment son problème. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur? Éric Graff, porte-parole du collectif mosellan de lutte contre la misère, plutôt coup de cœur ou plutôt coup de gueule? Plutôt coup de... Les deux. Allez, je vais dire parce que coup de gueule, oui, parce qu'il y a de la révolte, quoi. Mais coup de cœur aussi, parce que, je veux dire, c'est parce que j'ai un cœur aussi, même si je le cache le mieux possible, mais c'est aussi parce que j'ai un cœur que je me retrouve souvent en situation de révolte. Donc les deux. Coup de gueule, on va peut-être commencer par l'aspect coup de gueule. Sur quel sujet, Éric Graff? Là, il y a juste en face, là, par la fenêtre, on voit une affiche. Quand on dit en face, c'est parce que nous sommes au café associatif La Palette. Et là, sur le mur en face, là, on a vu une affiche Raymond, premier féminicide en Moselle, Ars-sur-Moselle, 2020. D'abord, je trouve important, oui, qu'on le dise, quoi, parce que voilà, je me figure une femme qui s'appelle Raymonde, doit pas être toute jeune, je sais pas, c'est une représentation que j'ai. C'est le psychologue qui parle. Non, c'est un peu n'importe quoi.
Mais je ne sais pas, et je me dis, ben voilà une femme qui a dû se prendre des coups, et qui probablement a subi une violence ordinaire depuis des mois et des années, et qui à un moment donné a succombé. Donc ce qui est dénoncé actuellement, c'est que ça arrive souvent, il y en a énormément, et je pense que... Alors le coup de cœur, c'est de dire, oui c'est bien, il y a une mobilisation, pour plus laisser ça dans l'indifférence et pour que petit à petit on se mobilise là-dessus par tous les moyens. C'est pas seulement avec des lois, hein, parce que le féminicide n'est pas plus autorisé que n'importe quel meurtre, mais que des questions soient posées. Comment se fait-il que tant de femmes soient tuées, et généralement pas tellement dans la rue, hein, c'est dans l'espace domestique. Je rebondis là-dessus d'ailleurs pour comme ça une remarque qui me vient. Quand on parle d'insécurité, on parle toujours d'insécurité dans les rues. Alors ça, c'est mon coup de gueule. Moi, ça fait, je vais dire un truc, peut-être qu'après je regretterai, mais je prends le risque. Ça fait, moi je suis arrivé à Metz en 84, donc ça fait un bail. Je me sens en sécurité, moi, à Metz. D'accord ? J'ai pas peur. Je suis dans les rues de Metz, à toute heure du jour ou de la nuit. Je n'ai jamais eu vraiment peur. J'ai eu peur de voitures, que des voitures me renversent le vélo. Ça, oui, ça, c'est souvent. Mais autrement, je n'ai pas spécialement peur dans les rues de Metz. Quand je vois féminicide, je sais que cette femme, elle a dû être tuée dans son espace domestique. La vraie insécurité, elle est dans les espaces domestiques. C'est dans les familles. C'est dans les lieux clos qu'il y a de la violence. Dans les lieux ouverts, il n'y en a pas. C'est valable pour les femmes, c'est aussi valable, peut-être surtout pour les enfants. Mais tout à fait pour les enfants. Moi, ma fille, qui a actuellement 32 ans, le principe, c'est toujours, tu sors quand tu sors, tu rentres quand tu rentres, bon, avec des limites quand même, hein, c'est jusqu'à telle heure, etc. J'ai jamais eu la trouille. Hein. Et elle-même a eu très peu souvent. Il lui est arrivé d'avoir peur. Il peut se passer toutes sortes de choses, mais très peu. Et le principe, c'est quand même toujours dehors, grand air, la foule, dehors. Et la vraie sécurité, c'est quand les gens se voient, quand les gens se parlent, quand les gens ont un regard les uns vers les autres. Ça, c'est la vraie sécurité. Il y a un rôle de la police, hein, je ne dis pas le contraire. Mais le plus grand rôle, c'est la socialité. Voilà. Est-ce que les choses, selon vous, Éric Graff, ont évolué dans le temps? Je veux dire par là que l'insécurité, la sécurité, est-ce qu'on était plus en sécurité avant? Quand je dis avant, c'est dans les années, les décennies, on peut aller chercher très loin. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'insécurité en termes de sentiments, mais en réalité, est-ce que les choses vont en s'améliorant ou y compris, d'ailleurs, sur plusieurs concepts que vous avez abordés, la misère, la pauvreté, on peut ajouter la détresse, ce sont chaque fois des choses, des concepts différents. Est-ce qu'on va vers le mieux ou est-ce qu'on va vers le pire? Alors, c'est purement subjectif ce que je dis. Hein. Je ne m'appuie pas sur des statistiques et peut-être qu'il y a des statistiques qui vont me démentir. Mais franchement, quand j'étais gamin, j'avais plus la trouille. Ça m'est arrivé de me faire casser la gueule dans la rue. Ça fait longtemps que ça ne m'est plus arrivé. D'accord. Maintenant, je commence à être vieux. Alors peut-être que je vais être comme tous les vieux à dire ça va plus. Mais pour l'instant, non, c'est pas du tout. J'ai pas... Encore une fois, je sais qu'il y a de la délinquance, je sais qu'il y a de la violence, je sais que ça existe, mais d'un point de vue subjectif, je ne la sens pas suffisamment pour que ça fasse une orientation politique qui ferait de la sécurité une affaire prioritaire. Est-ce que vous faites un lien, est-ce qu'il y a une corrélation entre le bien-être minimal, le fait d'avoir ses besoins vitaux satisfaits et la violence? Est-ce qu'il y a une corrélation selon vous, Éric Graff? Mieux on se porte, mais on est violent, ou est-ce qu'il n'y a aucun, ou pas, ou est-ce qu'il n'y a aucun rapport? Je pense que quand on se porte bien, on a moins envie d'être violent que quand on se porte mal. On peut même le vérifier sur soi-même. Hein. Quand on a ce qu'il faut, qu'on est en bonne santé, on a de quoi manger, on est dans un certain confort,
ça rend beaucoup moins agressif. Je pose la question autrement. Ouais. Les inégalités sociales, facteurs ou factrices de violence dans la société, et à l'inverse, égalité sociale, moins de difficultés. Est-ce que c'est aussi simple que ça? Non, c'est pas aussi simple, mais c'est évident que si vous n'avez pas le nécessaire, vous êtes quand même beaucoup plus tenté par la violence ou par la délinquance, notamment, que si vous avez le nécessaire. Merci Eric Graff. En tout cas, merci à vous. Voilà pour cette émission sur la misère en Moselle et plus particulièrement à Metz. Ça me fait drôle de dire ça comme ça. Enregistré au café associatif La Palette avec Eric Graff, porte-parole du collectif mosellan de lutte contre la misère. Pour en savoir plus et pourquoi pas rejoindre ou soutenir ce collectif, rendez-vous sur sa page Facebook. Je signale également le blog d'Eric Graff sur Mediapart sous le pseudo Eric111. Vous avez pu écouter dans l'ordre L'air de la misère, extrait de la comédie musicale Les Misérables, Tout va bien par le groupe HK et les Saltimbanques, et enfin When the Saints Go Marching In par Louis Armstrong. Merci à Véronique Olivier à la réalisation. Vous pouvez réécouter cette émission dès la semaine qui suit sa première diffusion sur le site www.durablementvôtre.fr.